Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux intellectuels français, Bruno Guic et Youssef Indy. Bonjour à vous deux. Bonjour Rachid, bonjour Bruno. Alors, Bonjour. Bruno Guic, merci infiniment d'avoir accepté cet échange, pour ne pas dire débat, parce que le but est effectivement de confronter des points de vue différents et peut-être même de converger, parce que le point de départ, c'est que vous convergez au niveau de la finalité, de la désignation de l'adversaire. Il n'y a pas de différence par rapport à cela. Donc il s'agit du sionisme, de l'impérialisme, c'est-à-dire du stade suprême du capitalisme, avec toutes ces manifestations au niveau politique, économique, etc. Mais il y a des divergences du point de vue de la méthode. Parce que le sujet au sens large que l'on va aborder aujourd'hui, c'est dans quelle mesure le spirituel, toute la dimension spirituelle, autant religieuse que symbolique que mythique, peut-elle être invoquée comme grille de lecture pour éclairer des phénomènes géopolitiques. Sachant qu'il y a des acteurs géopolitiques qui s'en revendiquent à travers différents messianismes, mais quand il s'agit d'apporter une critique rationnelle de ces phénomènes-là, peut-on à notre tour invoquer ces dimensions spirituelles. Donc Bruno Guic, je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit israélo-palestinien, sur l'impérialisme, sur le communisme et sur une pluralité d'autres sujets en rapport avec la philosophie politique, dont vous êtes un expert. Est-ce que je me trompe? Si vous voulez ajouter quelque chose. Un expert, je ne sais pas, je prétends, disons, mettre en forme un certain nombre d'idées et les soumettre au débat. Voilà, ma prétention s'arrête là. Maintenant, c'est vrai que j'ai choisi un angle d'attaque depuis plusieurs années. Maintenant, j'ai envie de dire depuis plusieurs décennies, parce que mon livre sur les origines du conflit israélo-arabe, quand même, a été publié en 1997. Donc, ça fait plus d'un quart de siècle. C'est vrai qu'il y a une continuité, c'est que je m'intéresse beaucoup, en effet, à la question de l'impérialisme sous ses différentes formes. Et je dois reconnaître que depuis 7 ou 8 ans, je m'intéresse particulièrement à ce qui constitue, à mes yeux, l'un des principaux obstacles à cet impérialisme, c'est-à-dire la montée de la puissance chinoise, dont on reparlera, je pense. D'accord. Youssef Indy, vous êtes un habitué d'ODC TV. Je rappelle que vous êtes historien spécialisé dans l'étude et l'analyse du messianisme juif en particulier, mais pas uniquement, puisque vous avez écrit également des ouvrages qui portent sur l'islam politique, sur le covidisme et d'autres thématiques. Mais disons que votre cœur de métier, c'est le messianisme juif à travers sa longue histoire et à travers sa matérialisation aujourd'hui dans le sionisme contemporain. Youssef Indy, si vous voulez ajouter quelque chose avant d'entamer l'échange. Oui, ce que je peux ajouter, c'est que j'ai beaucoup écrit sur les questions de géopolitique et, et effectivement, j'ai intégré dans ma grille d'analyse la dimension religieuse et messianique depuis mon premier livre sur les origines messianiques du sionisme. Mais beaucoup de mes articles et un certain nombre de mes ouvrages, notamment pas le dernier, mais l'avant-dernier, la guerre des États-Unis contre l'Europe, est un livre de géopolitique, et j'ai écrit des articles de géopolitique tout à fait rationnels et réalistes. Voilà. Donc en fait, j'ai une double approche, une approche réaliste où je me base sur les travaux, les grilles de lecture de la géopolitique anglo-américaine et la géopolitique allemande, que ce soit Mackinder, Spykman, Brzezinski, ou de l'autre côté Karl Haushofer et Karl Schmitt, qui n'est pas seulement un géopolitologue, enfin, il est surtout un juriste et un penseur important. Donc je combine les approches. Voilà, c'est pas exclusif. D'accord. Alors le point de départ de cet échange, c'est une petite polémique qui est née sur Twitter où Bruno Guic avait dit que dénoncer les crimes de l'entité génocidaire est un devoir. Donc là, vous êtes tout à fait d'accord tous les deux. Mais cette lecture métaphysique du conflit est absurde et contre-productive. Alors Bruno Guic, pourriez-vous détailler un peu et argumenter, sachant que Twitter n'est pas la plateforme idoine pour développer un raisonnement, vu les Mais limites. c'est un peu la limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'on réagit comme ça. En général, j'applique le principe qui aime bien châtie bien, il faut le savoir. Bon. Et c'est vrai que, bon, j'ai réagi à un énoncé, en fait, un énoncé extrêmement limité, qui était composé de deux sous-énoncés. Le premier, c'était la, la comparaison qui était faite entre ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir des pratiques des Hébreux, mais j'emploie ce terme personnellement avec des guillemets, parce que je ne sais pas de qui on parle, en fait, à l'égard de leur propre progéniture, à une certaine époque, où il semblerait qu'ils aient pratiqué des sortes
de l'Holocauste, hein, de leurs enfants. Bon, là-dessus, il y a peut-être un débat entre archéologues et historiens, certainement, j'en doute pas. Et un phénomène beaucoup plus récent et particulièrement tragique, qui est le massacre systématique des enfants de Gaza par l'entité génocidaire. Bon. Et le deuxième énoncé, c'était de toute façon, disait l'auteur, ici présent, le châtiment divin ne tardera pas. Alors, il me semble que la juxtaposition de ces deux énoncés pose problème d'un point de vue méthodologique, et à mes yeux, si on s'en contente, peut-être contre-productive. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le disiez Rachid tout à l'heure, si on oppose à une mythologie ce qui ressemble tout de même à une autre mythologie, je ne suis pas sûr qu'on fasse avancer le débat au sens où on ne contribue pas, à mon avis, à l'intelligibilité des ressorts même de ce conflit. Maintenant, et quand Youssef a répondu à ma remarque sans doute un peu exagérée sur la forme, qu'il fallait prendre en compte évidemment la dimension religieuse et les croyances des individus ou des groupes, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, dans mon livre, publié en 1997 et réédité en 2002, je soulignais le fait que la dimension religieuse du sionisme, qui au départ paraissait un petit peu comme en filigrane finalement dans l'élaboration théorique du premier sionisme, bon, on va dire au niveau à l'époque de Herzl et de ses prédécesseurs, effectivement est devenu ensuite une figure dominante de l'idéologie sioniste. C'est-à-dire le sionisme religieux, qui était au départ un courant ultra minoritaire, a été récupéré par le sionisme tout court, qui en a fait l'instrument d'une sorte de laïcisation de l'espérance messianique, mais qui en réalité récupéré un vieux fond religieux, messianique, et Youssef a raison de le rappeler dans ses ouvrages, qui est largement d'origine européenne. Effectivement, les Britanniques ont joué un rôle important dans ce domaine. Voilà à quoi se limitait effectivement mon propos à ce moment-là. Alors, Yusfindi, alors le point de départ, c'est un tweet où vous dites les Hébreux de l'Antiquité brûlaient leurs enfants pour Yahvé dans les Tophet. Aujourd'hui, ils brûlent et massacrent en masse les enfants palestiniens en nom de Yahvé. L'entité sioniste finira comme les royaumes antiques d'Israël et de Juda. La punition de Dieu est inévitable. Alors, ma question, est-ce que vous avez tweeté en tant que géopolitologue et chercheur dans le domaine de l'histoire ou en tant que Yusfindi, individu croyant et qui exprime un peu son intuition religieuse avec un éclairage géopolitique peut-être, mais est-ce que le tweet est un tweet géopolitique ou personnel? En fait, c'est les deux, c'est historique et personnel. Et en fait, le tweet se décompose en deux parties. Parce que bon, les gens croient des fois que je tweete comme ça de façon impulsive mais ce tweet-là est basé sur en fait des années de travail. Alors, première partie du tweet, je dis les Hébreux de l'Antiquité brûlaient leurs enfants pour Yahvé dans les Tophets. Ça, c'est la première phrase. Et oui, je confirme, les Hébreux brûlaient bien leurs enfants dans les Tophets. On a retrouvé ce qu'on appelle les Tophets en français, c'est les brûloirs. Les archéologues ont trouvé des brûloirs dans le royaume de Juda et dans le royaume d'Israël. Plus encore dans le royaume de Juda que dans le royaume d'Israël. Alors la référence, je peux la donner sans problème. Ça a été rapporté notamment dans le livre de Daniel Fèvre, qui est un historien spécialiste de l'Égypte et des Hébreux anciens, qui s'appelle son livre aux éditions de l'Harmattan, publié en 1996, qui s'appelle L'idée de Dieu chez les Hébreux nomades. Et ça, je l'ai rapporté dans mon livre Occident Islam, tome 2, le paradoxe théologique du judaïsme. Et donc, je cite Daniel Fèvre, et je cite aussi les sources qu'utilise Daniel Fèvre. McAllister, PEF, QS, 1903, H. Vincent, Canaan, d'après l'exploration récente, Paris, 1914, page 199, et Daniel Fèvre, page 148, et également, pas que lui, mais également Thomas Romer, qui est à la tête de la chaire d'études bibliques au Collège de France, qui est un spécialiste renommé des études bibliques, qu'on ne peut pas mettre tout à fait dans la même école que Daniel Fèvre, ni que d'autres. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, il est avéré. Mais en fait, ce qui est aussi avéré, c'est qu'une partie de la Bible hébraïque sur cette question-là, parce qu'en fait, vous avez deux dimensions. Vous avez effectivement des appels au sacrifice pour Yahvé, où Yahvé Mélec, donc en fait c'est le roi Yahvé, qui va devenir Moloch. Alors
Thomas Romer dit qu'en fait, Moloch n'existait pas, mais que c'est une invention pour décharger Yahvé de la responsabilité de ses sacrifices. Mais ces sacrifices ont bien eu lieu, c'est-à-dire qu'ils sont rapportés dans la Bible, ils sont condamnés chez les prophètes de la Bible hébraïque, et on a trouvé effectivement des brûleurs. Mais les Hébreux n'étaient pas les seuls à pratiquer le sacrifice d'enfants. Les Cananéens le faisaient, les Babyloniens, les Cananéens, les Arabes, etc. Bon, ça c'est avéré. Là-dessus, il n'y a pas de discussion, l'archéologie le prouve. Mais après, la deuxième partie du tweet... Deuxième partie, je continue. ouais. Aujourd'hui, ils brûlent et massacrent en masse les enfants palestiniens au nom de Yahvé. Alors, effectivement, on a des déclarations de dirigeants israéliens, c'est pas moi qui le dis, c'est Benjamin Netanyahou qui dit « Nous sommes le peuple de la lumière, les Palestiniens, le peuple des ténèbres, nous accomplissons les prophéties d'Ésaïe ». Son ministre de la Défense compare les Palestiniens à des animaux humains et il dit « Nous coupons l'électricité, la nourriture, etc. Et l'eau, nous les traitons comme des animaux humains ». Je me réfère aussi, dans un autre de mes livres, Covidisme et Messianisme, à la déclaration, par exemple, d'Alain Finkielkraut, grand sioniste devant Yahvé, dans lequel il dit qu'il y a un nombre trop important d'enfants à Gaza, donc un nombre surnuméraire d'enfants, et d'adultes. Je me réfère aussi à Yosef Ovadia, qui était un grand rabbin d'Israël mort en 2013, qui a eu une importance très prégnante sur la politique israélienne, et qui lui disait qu'il fallait exterminer les Arabes. Je me réfère aussi à l'ancien ministre de la Justice, ministre de la Défense, qui s'appelle Ayelet Shaked, qui disait qu'il fallait tuer les mères palestiniennes car elles allaient enfanter des terroristes. Donc en fait, le génocide auquel on assiste actuellement, c'est le résultat d'une politique bien précise qui vise à réduire le nombre de Palestiniens et à tuer en masse les enfants palestiniens ainsi que leurs mères. Maintenant, et qui qualifie ouvertement de futurs combattants d'Israël. Donc en fait, on tue pas des enfants, mais on tue de futurs tueurs de juifs. Enfin, c'est dans leur rhétorique, c'est que c'est présenté. C'est leur rhétorique. Alors, Yossinde, si tu permets, juste pour des raisons d'équité de temps, donc juste d'aller directement vers la fin du tweet, c'est-à-dire l'extrapolation. Alors comment à partir de cela, tu en déduis une forme de règle historique selon laquelle il y a une forme de karma qui fera qu'Israël a son... Alors voilà. Alors, le dernier passage, la dernière phrase, c'est « L'entité sioniste finira comme les royaumes d'Israël et de Juda. La punition de Dieu est inévitable. » Quand je dis que l'entité sioniste finira comme les royaumes antiques d'Israël ou de Juda, c'est pas simplement parce qu'ils massacrent des femmes et des enfants. Ça, c'est ce que je dis par ailleurs, en dehors même du génocide. Je le dis parce que de toute façon, c'est une entité qui n'est pas viable, puisqu'elle vit de la perfusion, notamment américaine, en argent et en armes, pas seulement américaine, mais occidentale, et que je pense que, d'après les données objectives que l'on a, Israël finira comme les royaumes de Juda et d'Israël. Le royaume du nord d'Israël a été détruit par les Assyriens, puis le royaume de Juda, du sud, a été détruit par les Babyloniens, puis il y a eu une destruction du second temple par les Romains. Et donc là, c'est même pas une croyance religieuse à ce stade. C'est une analyse, je dirais même prospectiviste. Maintenant, la dernière partie, là oui, elle est religieuse. Et moi, je m'exprime aussi en tant que musulman, et quand j'écris ça, je m'adresse aux Juifs. Ce qui m'arrive aussi de m'adresser aux Juifs. Et j'utilise leurs données, j'utilise leurs propres textes, comme je l'ai fait notamment par rapport au Talmud et à la Bible hébraïque qui leur interdit le retour en Terre Sainte. Je dis, bon, d'accord, on peut aller aussi sur votre terrain si vous voulez, sur le terrain de votre légitimité et sur votre histoire passée, puisque vous prenez pour argent comptant tout ce qu'il y a dans la Bible hébraïque. Eh bien, la Bible hébraïque et l'histoire nous montrent que vous avez été punis pour vos péchés. C'est d'ailleurs ce que dit la Bible hébraïque, et c'est ce que disent les talmudistes, et c'est ce que disent les rabbins. Donc pour vos péchés en Terre Sainte, vous allez être punis. Et c'est aussi ce que dit le Coran. Donc effectivement, j'ai le droit en tant que musulman de m'exprimer ainsi. Mais je suis pas le seul. Alors j'aimerais juste terminer là-dessus parce que ça me semble important. Quand Vladimir Poutine utilise des références religieuses en tant que chef d'État,
pas Vladimir Poutine dans sa sphère privée, en tant que chef d'État, qui dit par exemple aux Occidentaux que s'il y a un échange nucléaire, nous mourrons en martyrs et vous crèverez sans avoir eu le temps de vous repentir. On ne peut pas dire que Vladimir Poutine soit délirant. On dit que c'est un chef d'État chrétien qui utilise des références chrétiennes contre l'ennemi. Quand Vladimir Poutine, encore une fois, dit vous les Occidentaux, vous mariez un homme et vous validez l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, vous mettez sur un pied d'égalité Satan et Dieu, il utilise des références religieuses. Il est quand même à la tête de la première puissance nucléaire mondiale. Quand Dimitri Medvedev, l'ancien président de la Fédération russe, dans une interview, parle de l'apocalypse et dit que nous sommes face aux cavaliers de l'apocalypse, il utilise une référence religieuse en tant que Et responsable même du de politique. l'autre côté, George Bush, lorsqu'il parlait de croisade, Bien etc., sûr, avec une bien sûr, morale manichéenne de bien et de mal. Et bien sûr, voilà. mais George Bush, on peut dire c'est un vétérotestamentaire délirant, etc. Mais Vladimir Poutine et les dirigeants russes sont des dirigeants rationnels. C'est pas des gens qui ont l'habitude de tenir ce genre Mm. de Bon, propos. Or, après, on peut dire que c'est de la rhétorique, du populisme, qu'au fait, il s'adresse davantage aux mais ils Russes l'ont que. fait. Et ils Ils l'ont l'ont fait. fait. Et Alors, ils ont le droit de le faire et j'ai le droit de le faire. non, mais tout à fait. Enfin, on a le droit de faire ce qu'on veut, voilà, tant qu'on peut argumenter, c'est le cas. Alors, Bruno Guig, alors, si vous avez une réaction par rapport à ces propos, et puis d'entamer directement après le sujet de notre échange d'aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle du spirituel dans le mouvement de l'histoire et dans la géopolitique. C'est-à-dire quel rôle lui accorder. Alors, je vous donne la parole. Alors, deux brèves remarques. La question que je me posais en lisant le tweet de Youssef, c'était que finalement, il y avait deux acteurs qui étaient cités. Il y avait les Hébreux, alors de l'époque antique largement mythifiée quand même par la façon dont un certain judaïsme et un certain sionisme ont lu et relu le texte biblique. Bon. Et puis, le deuxième acteur, c'était les sionistes d'aujourd'hui, qui sont quand même, me semble-t-il, à mains égards, extrêmement différents, pour ne pas dire totalement différents, des Hébreux, entre guillemets, dont on suppose l'existence il y a un certain nombre de milliers d'années. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on attribue finalement le même geste, particulièrement odieux, enfin, d'une manière objectivement et selon des critères, je dirais, rationnels et moraux à peu près ordinaires, brûler des enfants, c'est quand même quelque chose d'abominable. Donc, attribuer le même geste à une population supposée avoir existé il y a plusieurs milliers d'années, parce qu'une narration de type religieux en fait état, et une population actuelle, enfin une population en état, enfin une entité actuellement à l'œuvre dans les crimes qu'elle commet contre le peuple palestinien, ça me paraissait problématique. Bon, maintenant je comprends bien la démarche. Youssef nous explique qu'il y a des preuves archéologiques de ce type de pratique courantes au Moyen-Orient il y a un certain nombre de milliers d'années, et j'en conviens parfaitement. D'ailleurs, le sacrifice d'enfants existait aussi dans un certain nombre de sociétés primitives. C'est quand même quelque chose qui est quand même très largement répandu dans la sphère anthropologique, on va dire. Bon. Ça, c'était voilà une question que je me posais. Deuxième aspect, c'est l'invocation d'un châtiment divin. Je respecte parfaitement le point de vue des musulmans lorsqu'ils considèrent que l'entité sioniste subira un jour un châtiment divin parce qu'il y a une sorte de, voilà, comme l'a écrit, je crois, un musulman célèbre, une sorte d'inéluctabilité coranique à la disparition de l'entité sioniste. J'admets parfaitement que l'on puisse le croire. Ce qui peut-être pose problème, c'est que lorsqu'on le dit, et lorsqu'on est un chercheur renommé comme Youssef et qu'on le dit publiquement, est-ce que cela contribue à l'intelligibilité des ressorts même du conflit? Voilà. Je dirais pour le lecteur ordinaire, j'ai bien compris qu'il a bien expliqué, ce que je n'avais peut-être pas perçu, qu'il s'adressait en fait aux Juifs d'aujourd'hui. Mais voilà, tout le monde lit les tweets et bon, il n'est pas sûr que ce genre de choses soit parfaitement bien comprise par tout le monde. Voilà, c'était ça le but de ma réaction en fait. Peut-être une dernière remarque avant de passer à Bien notre sûr. sujet. Youssef? Ah oui, alors la première remarque de Bruno, c'était de dire que oui, alors est-ce que c'est bon pour l'intelligibilité du conflit? Alors,
effectivement, de toute façon, en un tweet de 180, parce qu'en plus j'ai supprimé mon abonnement, en 180 signes, je peux pas résumer une demi-douzaine de livres que j'ai écrits, soit sur le sionisme, soit sur le judaïsme, et ne peuvent comprendre en fait la teneur de ce tweet que ceux qui me suivent déjà ou qui me lisent. Le tweet est une réaction, même si dans le tweet il y a un résumé, en fait c'est un condensé de travaux de recherche, d'analyse, et la dernière phrase que j'assume parfaitement, c'est la position d'un musulman, d'un croyant, et qui, d'un certain point de vue, utilise des références similaires aux juifs. Même si, alors là je vais pas rentrer dans les détails, la Bible hébraïque c'est un mélange d'histoire et de mythe. Il y a une partie qui est avérée historiquement et sur le plan archéologique, et une autre qui est mythifiée. Ça, j'ai déjà fait ce travail-là en me basant sur les études bibliques et archéologiques, et qui sont d'ailleurs pas en contradiction avec le Coran. Mais ce tweet-là ne visait pas à résumer mes travaux de recherche sur le sujet. Encore une fois, je m'adresse souvent aux juifs en utilisant leurs propres références. Et même aux juifs athées, parce que Bruno disait oui, je viens de me souvenir, il disait les Hébreux anciens ne sont pas les mêmes que... Oui, bien sûr, tout comme les Arabes anciens ne sont pas les mêmes que les Arabes d'aujourd'hui. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que les dirigeants juifs sionistes d'aujourd'hui, même lorsqu'ils ne sont pas croyants, utilisent la Bible et l'histoire biblique comme référence. Que ce soit Jabotinsky, Ben Gourion, Menachem Begin et aujourd'hui Benjamin Netanyahou, tous utilisent la Bible comme manuel politique, pas simplement comme justification de leur présence en Terre Sainte, mais comme manuel politique. Le livre de Josué a été utilisé, encore utilisé comme manuel politique. Benjamin Netanyahou, alors on parle des déclarations de Netanyahou là au début du massacre, mais je veux dire, il est coutumier du fait. En 2012, septembre 2012, à l'Assemblée générale de l'ONU, il utilise comme référence le livre de Josué. Il parle du royaume d'Israël. En 56, quand Ben Gourion fait la conquête du Sinaï égyptien, il utilise comme référence la Bible hébraïque et il dit nous sommes en train de fonder la troisième royauté, royaume de Juda, royaume d'Israël et l'actuel État d'Israël. Donc oui, ce ne sont pas les mêmes, même pas les mêmes cultures, mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'on a à la tête de l'entité sioniste qui a plus de 200 ogives nucléaires, des gens qui se réfèrent à Josué. Josué qui est présenté comme un génocidaire dans la Bible hébraïque. Donc oui, c'est quand même une donnée importante à intégrer. Voilà ma remarque. Merci beaucoup, Youssef. Alors, Bruno Geek, j'ai une première question, et après vous pouvez élargir comme vous voulez. Alors, d'un point de vue purement sociologique, existe ce en quoi on croit. C'est-à-dire, quand on a une population qui croit en Dieu, elle se comporte comme si Dieu existe. Après qu'il existe ou non réellement, ça ne change rien à comment va se comporter la population. Et donc, la dimension spirituelle et religieuse, quand bien même elle serait fausse historiquement, elle produit les mêmes effets de manière contemporaine que si elle avait existé réellement. Alors, de ces points de vue, moi, j'aimerais connaître votre positionnement. Comment vous évaluez le poids du spirituel et du religieux, au sens plus étroit du terme, comme variable explicative du mouvement de l'histoire et des phénomènes géopolitiques contemporains? Et quelle est votre méthode pour les invoquer? Moi, je pense d'abord que on vit une époque particulière dans la mesure où il y a un retour du religieux, en fait, qui est très net. Il y a une région du monde dont on n'a pas parlé, c'est l'Inde, mais vous voyez bien la façon dont aujourd'hui le parti au pouvoir en Inde, le BJP, hein, le parti du peuple indien, reprend à son compte toute une tradition qui est celle du nationalisme hindou, qui a longtemps été minoritaire en Inde. Ils sont aujourd'hui au pouvoir, même si aux dernières élections, ils ont perdu quelques plumes. Mais ce sont des gens qui étaient totalement minoritaires jusque dans les années 80-90. Or, il y a manifestement un retour du religieux avec une imbrication du politique et du religieux. C'est-à-dire que les nationalistes hindous estiment qu'il faut que l'Inde revienne
aux racines, aux sources de sa propre existence historique, qui, à ses yeux, constitue ce qu'ils appellent l'hindutva, c'est-à-dire l'hindouité. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui est à la fois politique et religieux, c'est l'hindouité, sorte de synthèse entre l'Inde et l'hindouisme. Ce qui est complètement en contradiction avec la définition même de l'Inde contemporaine, à l'époque, sous l'égide de Nehru, Gandhi, Ambedkar et autres, qui considéraient que l'Inde était un État fédéral, multinational, multiethnique et multiconfessionnel. Donc, on voit bien que, avec cet exemple, que le retour du religieux s'accompagne en fait d'une sorte de fusion avec une forme de nationalisme, qui devient nationalisme en fait ethno-religieux. Bon. Que montre cet exemple historique? Il montre qu'en fait, toutes les formations sociales qui existent historiquement, à un moment donné, ont besoin de se référer à certaines valeurs. Et que l'histoire a montré que dans la plupart des cas, je dis bien dans la plupart des cas, ces valeurs étaient d'essence religieuse ou spirituelle au sens large. Alors pourquoi je dis spirituelle au sens large? Parce que si on prend l'exemple de la Chine, par exemple, la notion de religion en Chine est très complexe. Parce que la véritable religion des Chinois, la seule qui unit tous les Chinois en réalité, y compris ceux d'ailleurs qui sont athées, il y en a quand même un certain nombre en Chine, c'est la religion des ancêtres. Alors, la religion des ancêtres, c'est bien ce qui relie le passé au présent, qui permet de fonder une continuité de culture qui est en même temps considérée comme une continuité génétique en quelque sorte entre les anciens et nous qui serons un jour des anciens, qui feront l'objet du même culte des ancêtres de la part des générations à venir. Donc, deux exemples, vous voyez, empruntés à l'Asie, l'Inde et la Chine, avec deux façons complètement différentes d'ailleurs d'assumer le fait religieux, qui, à mon avis, en effet, anthropologiquement parlant, est au fondement de toutes les sociétés humaines. Donc, même les athées les plus endurcis, dont je ne fais pas partie, je suis plutôt, moi, agnostique, à titre personnel, philosophiquement parlant, doivent admettre, et ils l'admettent le plus souvent, que le fait religieux, de toute façon, est au fondement des sociétés humaines, parce que c'est ce qui permet en fait de relier verticalement l'homme à ce qu'il dépasse, c'est-à-dire ces êtres invisibles dont l'action présumée a une influence sur notre destinée, et qui permet aussi de relier les hommes de manière horizontale au sein d'une communauté de foi ou de croyance. Et ça, toute l'anthropologie moderne nous apprend que c'est un fait qui n'est pas contingent, qui n'est pas accessoire, mais qui est universel. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de société qui ne se soit à sa naissance ancrée dans une dimension religieuse. Mais de ce point de vue, le rôle de l'historien ou du géopolitologue, est-ce de tenter d'évacuer cette dimension-là sous prétexte qu'elle serait irrationnelle et qu'elle empêcherait une forme de lucidité dans la méthode et de déconstruire ces mythes, ou bien au contraire de chercher à les comprendre en profondeur afin de comprendre comment ils agissent et comment on peut en déduire une approche prospectiviste, c'est-à-dire à partir de, par exemple, du logiciel hindouiste ou du logiciel chinois, de leur logos religieux, bah, je peux à partir de là deviner comment pourrait se comporter la Chine dans telle ou telle situation. Donc c'est quoi le rôle de l'historien? C'est d'évacuer le religieux ou au contraire de le comprendre? Bruno Alors, Guy? si la question, oui, voilà, Oui, si c'est la à vous. question, oui, tout à fait, c'est de le comprendre, à l'évidence. À l'évidence. D'ailleurs, toutes les manifestations de la pensée humaine sont susceptibles d'une compréhension rationnelle. Sauf que, il y a sans doute dans le fait religieux lui-même, au fondement du fait religieux, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Enfin, rappelons-nous ce que disait Pascal, la raison doit admettre qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Et c'est pas faux d'ailleurs. Et c'est vrai d'ailleurs aussi, pour faire une comparaison un peu qui paraîtra peut-être étrange, dans le domaine scientifique, il y a des choses que la science moderne ne parvient pas à élucider, qu'elle ne parviendra peut-être jamais à élucider. Il y a un physicien qui disait que l'infiniment petit, c'était un trou sans fond, quoi, une boîte de Pandore. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à explorer jusqu'au bout, puisque on a beau découvrir des microparticules, on découvre encore des microparticules, et en fait, on n'atteint jamais ce qui constituerait le, le constituant ultime de la matière. Donc, en réalité, il y a dans toute démarche rationnelle, et je pense qu'en géopolitique, on doit appliquer une démarche rationnelle à la compréhension des phénomènes religieux dans la mesure où ils contribuent effectivement à nouer les rapports sociaux, mais qu'il y a sans doute une part qui restera irréductible. Cela dit, explorons intelligemment et rationnellement ce qui peut peut-être s'expliquer, et on avancera dans la bonne direction. Et je pense que le travail que Youssef ou d'autres ont fait sur le sionisme est tout à fait intéressant, parce qu'il y a une dimension évidemment très idéologique dans le sionisme. Enfin, on a persuadé les gens qu'ils étaient le peuple élu,
qu'ils avaient un droit divin sur une terre qui, de ce fait, est en quelque sorte exemptée de l'application du droit international, puisque le droit divin vient percuter le droit international. Et ça, c'est quelque chose qui résonne dans la conscience occidentale. Enfin, c'est Hertz lui-même qui disait, oh, vous savez, quand on expliquera que la légitimité du foyer national juif est fondée sur l'Ancien Testament, il n'y a pas grand monde dans le monde occidental qui viendra s'opposer à nos projets. C'est Herzl qui l'avait dit ça. Donc je pense que là, on touche à quelque chose de très profond. Mais on pourrait effectivement creuser la question du côté de l'Inde ou de la Chine également. Mhm. Alors, Gasfindi, j'ai une question, mais qui sera également reposée à Bruno Gig. En fait, c'est un deuxième temps dans notre développement. Alors, un géopolitologue doit être rationnel, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il doit comprendre le logiciel spirituel, mystique, symbolique de la culture qu'il entend étudier, dans le cas d'un conflit ou de rivalité, etc. Mais un géopolitologue est-il nécessairement neutre? C'est-à-dire, ne peut-il pas lui-même opposer sa propre mystique dans une démarche géopolitique? Par exemple, comme Alexandre Douguin, qui oppose une forme d'orthodoxie, de messianisme et d'eschatologisme orthodoxe par rapport au messianisme judéo-protestant, etc. Et de l'autre côté, on pourrait avoir un géographe comme Mackinder, qui, a priori, en apparence, n'est pas porteur d'un logiciel mystique, même si peut-être il est porteur, malgré lui, d'un logiciel mystique. Alors, peut-on réellement détacher le géopolitologue de son ancrage spirituel? Non, Et doit-il le faire? non, la neutralité n'existe pas. Nous sommes des êtres humains. Et je crois que c'est Jean Jaurès qui disait seul le vide est neutre. Il ne peut pas y avoir de neutralité. Et la neutralité, même axiologique, revendiquée par certains philosophes contemporains, modernes, qui pensent que l'État peut être neutre, sont soit des naïfs, soit des menteurs. Donc non, on ne peut pas être neutre. On a tous une idiosyncrasie, on a une origine, on a une religion, on a une idéologie, ou on a une patrie qui va, tu parlais par exemple de Mackinder, effectivement Mackinder est tout sauf neutre. C'est un hégémoniste britannique qui est un géographe certes, mais qui va tourner toute sa réflexion vers un objectif qui est celui de la domination mondiale par les Britanniques. Il n'y a pas de neutralité, mais simplement, comme disaient les marxistes, il faut dire d'où on parle. Je veux dire, moi, j'ai jamais caché ni mon origine, ni ma religion, donc tout le monde sait d'où je parle. Mais quand je m'exprime ou quand j'écris, je pense qu'on peut distinguer dans mes écrits ou mes prises de position l'analyste froid et le musulman qui a une vision de l'histoire, une vision de l'eschatologie qui s'enracine dans la religion musulmane. Ça, je ne vais pas le nier. Alors, peut-être que c'est beaucoup moins prononcé que chez Alexandre Douguin, parce qu'Alexandre Douguin est vraiment un penseur militant, et un géopolitologue militant. Il est russe, donc il milite pour la Russie. C'est un orthodoxe, ce qu'on appelle un vieux croyant. Donc il a une position qui est très très marquée. Peut-être que moi c'est moins marqué de mon côté quand j'écris, parce que quand je traite de, par exemple, le messianisme juif ou la géopolitique israélienne, évidemment que je ne crois pas en ce qu'ils racontent, je ne crois pas en leurs écrits messianiques, puisqu'ils rentrent très souvent en confrontation avec notre propre eschatologie. Mais je ne vais pas revenir ici dans le détail. Par contre, je termine la phrase, par contre, Oui, je prends cela très au sérieux. Donc quand je vais travailler sur un pays ou par exemple sur les États-Unis, je vais prendre très au sérieux la croyance des dirigeants américains et essayer de comprendre pourquoi la géopolitique américaine, à un moment donné de l'histoire, a pris une direction. Et là encore, la théologie politique, ce qu'on appelle la théologie politique, permet de le comprendre. Voilà, je termine. Alors, il y a deux aspects. Alors, j'aimerais que vous réagissiez tous les deux par rapport à ça. C'est que d'un côté, la géopolitique, c'est pas la physique, c'est pas la chimie. C'est-à-dire que quand la chimie étudie les réactions chimiques, la matière, les propriétés des différentes molécules, elle n'est pas en rivalité avec ces molécules-là. Donc, on est dans le rapport sujet-objet, en quelque sorte, d'un point de vue épistémologique. Par contre, quand on est dans la géopolitique, on est dans un rapport de sujet à sujet. C'est-à-dire que l'on est de fait dans un schéma de rivalité,
Et vous avez raison d'évoquer que Mackinder n'est pas du tout neutre, parce que le fait même d'avoir un regard thalassocratique sur le monde invoque une forme de subjectivité insulaire, qui est celle de l'Empire britannique, etc. Par contre, on a peut-être un contre-exemple assez intéressant, celui de Carl Schmitt, qui en même temps était profondément catholique et croyant, mais qui, par rapport à certains aspects de ses travaux, a tenté d'évacuer sa propre catholicité pour mieux la préserver. Par exemple, quand il définit le politique comme la discrimination entre l'ami et l'ennemi, il dit qu'à aucun moment il ne faudra désigner l'ami et l'ennemi sur une base religieuse ou morale, ou esthétique, ou ethnique, etc. Ça doit être strictement politique, parce que sinon c'est une guerre totale, une guerre sans fin. Parce que si l'ennemi est religieux, c'est un ennemi éternel. On ne peut pas le faire basculer de l'ami vers l'ennemi. Donc, comment peut-on faire la part des choses entre ces dimensions subjectives propres à la nature même de la géopolitique et entre un Carl Schmitt qui est très croyant et qu'on voit dans différents aspects de ses travaux, notamment la théologie politique de Carl Schmitt, mais qui des fois met de côté ces dimensions religieuses dans les rapports entre les nations et dans la définition du politique. Alors, question à poser à vous deux, le premier qui veut réagir. Pour Bruno Guy, puisque je suis le dernier à avoir parlé. Oui, alors je sais pas si je suis le mieux placé pour parler de Carl Schmitt, que je connais un peu, mais sans plus. Pour répondre à la question de façon générale, je pense en effet que quand on profère une parole sur un sujet politique ou géopolitique, c'est jamais de manière neutre. Enfin, Youssef rappelait que tout le monde savait d'où il venait, qui il était. C'est vrai aussi de moi. Enfin bon, on sait bien quels sont mes partis pris politiques, idéologiques, et je les assume. Simplement, je pense que quand on s'efforce de comprendre la démarche intellectuelle ou politique d'un personnage ou d'un mouvement dont on est très éloigné, il faut faire l'effort quand même de se mettre un petit peu en retrait. C'est-à-dire, si chaque fois qu'on analyse la pensée de quelqu'un, on projette sa propre pensée, il y a un moment où on ne comprend plus ce qu'on essaie précisément de comprendre. Donc je pense qu'il faut quand même faire un effort de détachement par rapport à ses propres partis pris, ses propres présupposés, pour accéder à une forme de connaissance rationnelle. Ou alors on ne fait pas d'analyse politique, ce qui est tout à fait légitime de faire du pamphlet, par exemple. Quand on fait du pamphlet, on n'est pas forcément dans l'analyse la plus froide et la plus rationnelle qui soit, mais c'est tout aussi légitime, et parfois ça permet de faire comprendre les choses peut-être plus efficacement que lorsqu'on essaie d'atteindre une objectivité qui est illusoire. Voilà, je pense que le choix de méthode, il est dicté par l'objectif qu'on se fixe. C'est pour ça que, par rapport au fameux tweet sur lequel on avait débattu avec Youssef, je pense que c'est assez important d'essayer de faire comprendre aux gens, mais c'est pas facile, de quoi on parle, et effectivement d'essayer d'être relativement persuasif, parce que les enjeux sont quand même énormes. Voilà. Alors, je disais que pour toi, la géopolitique étant caractérisée par un rapport entre différentes volontés, c'est-à-dire entre sujet et sujet, et pas comme dans la chimie ou la physique, peut-on réellement se détacher de ces dimensions-là, de subjectivité projetée sur d'autres subjectivités? Peut-être l'assumer pleinement. Oui, alors la géopolitique n'est pas une science dure. Ouais. Heureusement. Donc c'est pas, c'est pour ça qu'on peut pas prétendre à l'objectivité absolue. On peut pas dire voilà, c'est une science dure, on a une science expérimentale, et voici les résultats dans mon étude. C'est extrêmement mouvant. On va le ranger dans la catégorie des sciences sociales. Maintenant, tu parlais de Carl Schmitt. Oui, il est possible de se décentrer. Par exemple, Carl Schmitt était effectivement un catholique conservateur, mais sa position n'était pas du tout celle d'un catholique qui voulait revenir à l'époque médiévale, puisque lui était très attaché à l'État moderne et valorisait beaucoup les traités de Westphalie de 1648 qui mettaient les États sur un pied d'égalité. Donc même lui, en tant que catholique, effectivement, il disait que le retour à la vision religieuse des relations internationales, c'est-à-dire en fait la guerre juste ou injuste, et la guerre qui est bonne ou mauvaise, c'était l'Église catholique qui le décrétait. C'est l'Église qui disait si une guerre était juste ou injuste. Et il pointait du doigt la dérive après la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, qui visait à criminaliser l'ennemi, ce qui tendait à désigner en fait l'ennemi comme étant
le mal. Et on en arrive en fait à l'axe du mal de George W. Bush, parce que si votre ennemi c'est le mal, donc vous êtes vous forcément le bien, et si votre ennemi est le mal et que votre guerre est une guerre juste, vous pouvez tout lui faire à votre ennemi. Le massacrer la population civile, etc. Donc effectivement, il y a là un danger véritable. C'est pour ça que je disais en préambule que moi j'adopte dans mes analyses une position réaliste. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, je peux m'exprimer et dire voilà, je suis musulman et je crois que l'entité sioniste est une entité antichristique et satanique, mais je ne suis pas un chef d'État. Un chef d'État ne peut pas adopter cette posture-là. Pas parce que il serait absolument objectif, mais parce que ça met un doigt dans l'engrenage qui mène à la guerre totale. On n'est pas l'Église, on n'est pas un envoyé de Dieu, donc on ne peut pas dire en tant que chef d'État, en tant qu'État, ce qui est une guerre juste ou injuste. Et là, de ce point de vue-là, on ne peut être que d'accord avec Carl Schmitt. Mais Carl Schmitt aussi avait une position très intéressante, et même une position un peu intéressante sur le plan religieux, même une position eschatologique, puisque lui a intégré dans l'analyse qui va d'ailleurs être reprise par Alexandre Dugin, le concept de catéchone et le concept d'antéchrist, en disant que le catéchone, c'est ce qui retient, en référence à l'épître aux Thessaloniciens de Saint Paul, ce qui retient l'arrivée de l'antéchrist, c'est Rome, et par suite, ce sont les royaumes et les empires germaniques chrétiens. Donc là, il se met très clairement dans une posture religieuse en tant qu'analyste. Et on peut pas dire que ça soit invalide, puisque on peut utiliser cette grille de lecture et même la combiner à la grille réaliste et arriver à des conclusions tout à fait intéressantes, notamment sur l'entité sioniste ou les États-Unis, la puissance maritime. Est-ce que la puissance maritime, sur le plan symbolique, renvoie au Léviathan, qui est lui-même un monstre mythique et antichristique? Bref, ça ouvre la voie à une réflexion fort intéressante et très riche. D'ailleurs, Bruno Guy, par rapport à ça, que pourriez-vous dire par rapport aux prophéties autoréalisatrices? C'est-à-dire, on a une élite politique qui a tous les facteurs de puissance, économique, financier, militaire, qui croit fermement en une prophétie, qui est dans leurs écritures, et qui fait tout pour la réaliser. Bah, à la fin, on pourra dire que celui qui a adopté une lecture religieuse pour comprendre ce qui est en train de se passer avait raison, et celui qui a adopté une lecture purement matérialiste avait également raison. Parce qu'au fait, on a les facteurs de puissance qui sont matériels, mais on a également la foi qui est spirituelle, mais qui mobilise les facteurs de puissance. Moi, j'aimerais surtout le point de vue un peu marxiste par rapport à cette démarche-là. Est-ce qu'on est dans une perspective hegelienne où une élite peut matérialiser sa foi, ou bien elle est elle-même portée par une infrastructure sans en avoir conscience, en faisant ce qu'elle fait? Ouais. Moi, je pense que les prophéties autoréalisatrices dont vous parlez renvoient sans doute à la pulsion messianique, en fait, qui est celle des États-Unis, par exemple, ou de l'entité sioniste, qui d'ailleurs converge totalement de ce point de vue-là dans l'idée qu'il y a un peuple élu chargé par Dieu en personne d'accomplir une destinée hors du commun, quoi. Hein. C'est quand même ça l'idée. Entre parenthèses, d'ailleurs, quand vous regardez l'histoire d'un pays comme l'Afrique du Sud, les afrikaners, c'était exactement sur la même ligne idéologique. C'est-à-dire le fond commun d'un certain protestantisme, je ne veux pas du protestantisme en général, hein, je ne généralise pas, mais d'un protestantisme messianique, c'est quand même ça. C'est l'idée qu'il y a des communautés humaines choisies par Dieu, hein, spécialement choisies par Dieu, pour accomplir une destinée hors du commun qui les mette en quelque sorte au-delà des juridictions habituelles par lesquelles on peut se prononcer sur les choses humaines. Bon. Ce genre de pulsion messianique hein, qui s'articule dans une prophétie autoréalisatrice, à mon avis, mérite d'être analysé comme tel. C'est-à-dire qu'il y a une dimension idéologique extrêmement efficace qui est à l'œuvre dans ce type de phénomène historique. Et je ne pense pas d'ailleurs que le marxisme soit, comme méthode, hein, je parle là de l'analyse de type marxiste et non pas du marxisme comme projet politique, si vous voulez, soit le plus démuni pour analyser ce genre de phénomène. Enfin, quand vous regardez les analyses précises qui sont faites par Marx
des phénomènes politiques dont il a eu connaissance, ceux du XIXe siècle, c'est extrêmement subtil. Et l'attention portée aux idéologies est extrêmement précise. Si on regarde maintenant ce qui se passe du côté du XXe siècle, enfin, je vous renvoie aux analyses classiques d'un Gramsci, par exemple, expliquant que les représentations idéologiques sont au cœur, en fait, des phénomènes historiques. Et qu'il faut surtout pas s'imaginer qu'il y a une sorte de déterminisme économique entendu de façon mécaniste qui naît par un jeu d'entraînement mécanique de la cause et de l'effet déterminerait ce qui se passe sur la scène historique. La scène historique, elle est très largement déterminée, je dirais même truffée d'idéologies, de représentations collectives qui sont agissantes. Gramsci disait que les représentations idéologiques étaient des faits historiques, qui avaient une efficience particulière, une efficace particulière, comme disaient les philosophes, dans la production même des phénomènes. Donc, le cours de l'histoire a peut-être, ça c'est la thèse quand même, je dirais, résiduelle d'un marxisme qui s'assumerait comme tel, en dernière instance, une détermination par l'évolution de ce qui constitue l'unité des forces productives et des rapports de production, c'est-à-dire du mode de production, c'est-à-dire la façon dont les hommes produisent leurs conditions d'existence est le déterminant en dernière instance des phénomènes historiques, mais dans le cours effectif de l'histoire, les représentations idéologiques, les modes d'action politique, les religions, enfin tout cela contribue à nourrir en fait le processus historique. Ce n'est pas le cours qui serait en quelque sorte livré à lui-même de l'évolution des forces productives qui détermine en fait les phénomènes historiques, disait Marx, c'est la lutte des classes, ou les luttes de classe plutôt, parce qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire la façon dont les hommes s'approprient en fait leurs conditions d'existence, essaient de les transformer, échouent parfois dans cette transformation et continuent la lutte jusqu'à un horizon qui reste indéterminé. Et Marx n'est pas, contrairement à ce qu'on a dit, quelqu'un qui a produit une eschatologie. Il y a une perspective, il y a un horizon, mais il n'y a pas d'eschatologie par contre. D'accord, alors pour rester sur Gramsci, et on va tenter de projeter le logiciel gramscien, peut-être le détourner un peu sur le champ géopolitique. Bah, déjà, ce que Gramsci explique, et vous l'avez très bien expliqué, c'est que la classe dominante ne domine pas uniquement à travers les rapports de production et la possession des moyens de production, mais également à travers une hégémonie culturelle, qui fait que la bourgeoisie, en embourgeoisant le prolétariat, et ben finalement entretient son hégémonie. Et que le prolétariat, dans le cadre de la lutte des classes, doit produire une contre-hégémonie. C'est-à-dire qu'il doit être capable de faire émerger une forme d'épistémée prolétarienne, une forme de culture prolétarienne. Alors, au niveau géopolitique, les nations ne sont pas combattues uniquement militairement et économiquement, elles sont combattues également spirituellement et religieusement. Qu'il s'agisse de la Russie, de la France, de la Chine, elles sont l'objet du soft power américain dont la structure est fondamentalement mystique, la destinée manifeste, enfin la supériorité spirituelle des États-Unis, etc. Et de ce point de vue, les nations qui subissent cette hégémonie idéologique et religieuse judéo-protestante n'ont-ils pas le droit également de mobiliser leur propre fond spirituel et religieux pour l'ériger en théologico-politique, afin de résister à cette influence-là? Yusfindi. Là, tu prêches un convaincu. Je vais dire, à part te dire je suis d'accord avec toi, je vois pas, je pense plutôt que peut-être même sans y croire. C'est-à-dire, on peut avoir un Poutine, alors imaginons que Poutine soit profondément athée, mais il est obligé, pour lutter contre l'hégémonie américaine, d'adhérer à l'orthodoxie, d'ériger l'orthodoxie en logiciel politique. C'est un peu ce qu'avait fait Staline, je crois que c'est évoqué dans ton excellent documentaire d'ailleurs. C'est une période bien connue, durant la Grande Guerre patriotique. Les Russes ont deux grandes guerres patriotiques, c'est la guerre contre Napoléon et la guerre contre l'Allemagne nazie. Et durant cette guerre-là, je veux dire, l'orthodoxie et les prélats orthodoxes qui avaient été écrasés, là, d'un seul coup, je veux dire, Staline fait appel aux prélats orthodoxes, leur dit bon, on a besoin de vous, je vais vous faire quelques concessions, etc. Je crois même qu'il y a eu des reconstructions d'églises pour mobiliser le peuple russe pour qu'il aille se battre et mourir contre l'Allemagne nazie. Et il y avait même eu des films, d'excellents films qui ont été commandés à l'époque, dans les années 30 et 40, sur Ivan le Terrible, sur Alexandre Nevsky. C'est-à-dire qu'on mobilise même l'identité profonde de la Russie et l'histoire orthodoxe de la Russie, dans un contexte stalinien, je veux dire, matérialiste, athée.
Et c'est là qu'on comprend, et là par l'exemple historique, ce qu'avait d'ailleurs pointé du doigt Carl Schmitt dans les années 30 en disant que le libéralisme ne pourra jamais mobiliser des peuples pour aller se battre pour défendre l'individualisme et la jouissance. Personne ne va aller se battre pour pouvoir continuer à regarder Hanouna et aller au cinéma. Personne ne veut mourir pour ça. Donc, alors que les gens, là on prend l'exemple russe, mais pas seulement l'exemple russe, ils sont prêts à mourir pour leur patrie, ils sont prêts à mourir pour Dieu, ils sont prêts à mourir pour leur famille, ils sont prêts à mourir pour défendre leurs enfants. Maintenant, dans le cas du marxisme, est-ce que des ouvriers sont prêts à aller mourir pour défendre l'idéal prolétarien? Ça serait un autre débat, d'autant plus que dans Il y en a l'exemple... qui l'ont fait, il y en a qui Oui, sont non. morts par millions. Il y a eu des précédents, il y a eu des exemples quand même. Mais, oui, mais je voulais parler Là, de il est la taquin. Russie. Là, Yossindi est taquin. Je voulais parler de la Russie. En fait, la révolution bolchevique s'est faite dans une période où il y avait très peu d'ouvriers, et ceux qui ont fait cette révolution étaient très rarement des ouvriers, étaient plutôt des bourgeois et des aristocrates. Mais, mais pour y revenir, je dirais, les bolcheviks, les cadres de la révolution bolchevique sont essentiellement des... Non, les cadres, oui, mais les contingents mobilisés pour mener la guerre dans le cadre de la guerre civile, c'était majoritairement des paysans et un peu des ouvriers. Mais pour les mobiliser, il faut un idéal. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bruno Guig, alors d'ailleurs, la question elle est extrêmement importante. Après, je vous laisse réagir sur ce que vous voulez par rapport à ce qui a été dit. Alors, est-ce que dans le cadre de la révolution bolchevique en Russie, alors je dis bolchevique, pas communiste, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, parce que c'est pas tout à fait la même chose, est-ce que les ouvriers, les paysans qui allaient mourir contre les Blancs dans le cadre de la guerre civile, le faisaient malgré eux dans une perspective religieuse? C'est-à-dire qu'en luttant pour l'avènement du communisme, au fait, ils le percevaient comme une religion qui vient en remplacer une autre. D'où le fait qu'ils étaient prêts à mourir. Ouais, alors la question que vous posez, c'est celle de savoir s'il y a des religions laïques, en fait. C'est-à-dire s'il y a, à travers les idéologies du XXe siècle, par exemple, quelque chose qui relève, en fait, du phénomène religieux, même si Dieu en est absent. Bon. Certains ont dit que c'était l'histoire qui avait remplacé Dieu, ou le prolétariat avec un grand P, ou la révolution avec un grand R. Ce qui est sûr, c'est que les masses qui ont participé à la révolution bolchevique, ouvrières, il y avait quand même 3 millions d'ouvriers hein, à Pétrograd hein, au moment de la révolution bolchevique, il y en avait un bon million à Moscou. Dans les très grandes villes, c'est d'ailleurs une des caractéristiques originales de la Russie pré-révolutionnaire, dont les cadres vont exploser avec la révolution de 1917, c'est qu'il y avait déjà une sorte de prolétariat industriel très avancé par rapport à d'autres régions d'Europe, tout simplement parce que les capitaux européens s'étaient beaucoup investis avant la guerre dans une forme d'industrialisation extrêmement rapide et qui avait donné naissance à un prolétariat important. Mais c'est vrai aussi que la majorité, effectivement, des combattants de l'armée rouge, mise en place en 1918 et qui va triompher des armées blanches en 1921, était composée de paysans. Mais attention, de soldats paysans. C'est-à-dire c'est le refus de la guerre. Il ne faut jamais oublier que la révolution bolchevique a eu comme ressort principal l'appel de Lénine à mettre fin à la grande boucherie. C'est le refus de la guerre impérialiste. Ça, c'est très important. Les paysans, lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir à Pétrograd en 1917, il y a en gros deux forces militaires. Il y a des soldats paysans, d'accord, qui se rallient en fait au congrès pan-russe des soviets, puisque les bolcheviks y obtiennent la majorité. Et puis il y a les comités ouvriers. Comités ouvriers, c'est-à-dire l'usine Poutilov essentiellement, à Pétrograd. C'est ça qui fait la révolution d'octobre, en fait. Alors, qui se répercute également à Moscou et dans d'autres grandes villes. Mais pour répondre à la question, je pense que l'idéal révolutionnaire bolchevique, peut-être à certains égards, avait peut-être l'aspect d'une sorte de religion civile, je dirais, pour réemployer l'expression de Rousseau, c'est-à-dire quelque chose qui faisait l'objet d'une croyance. On croyait effectivement sortir d'une époque révolue qui était celle de l'ancien régime tsariste, et on croyait surtout, ça c'est très important, participer à la révolution mondiale. N'oublions pas que les bolcheviks, pratiquement on va dire, au début de l'année 1920, sont persuadés qu'ils sont l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres du capitalisme mondial. Ce qui était évidemment une illusion, mais n'en a pas moins empêché l'Union soviétique de se constituer officiellement en 1922 et
faire le dos rond jusqu'à la prochaine guerre, qui a donné lieu effectivement à la Grande Guerre patriotique. Oui, de ce point de vue-là, je pense qu'une idéologie révolutionnaire athée n'est pas incompatible avec une forme de religiosité au sens d'une religion civile. Bon, après, Lénine a eu le génie, selon moi, maléfique, mais après ça se discute, comment dire, d'avoir converti une guerre extérieure en guerre civile. C'est génial comme concept. En perdant en chemin des territoires immenses, etc., et en plongeant le pays dans un chaos qui se traduira par des millions de morts, et en permettant finalement à Staline de tout récupérer. Oui, les territoires repris par Staline ensuite. Il ne faut pas oublier que Ah oui, mais les fameux territoires de l'Est, repris la Pologne en particulier. Mais à quel prix? Parce qu'entre 1917 et 1945, il y a eu à peu près 60 millions de morts. Si on compte les morts de la Deuxième Guerre mondiale, les morts de la famine, les morts de la guerre civile et les purges. Les morts de la Seconde Guerre mondiale, déjà il y a 20 millions de Chinois et 27 millions de Soviétiques qui sont morts sous les balles nazies. Déjà, voilà. Donc, faut se méfier et des extrapolations de chiffres. Je vous renvoie non, mais tout est relatif. C'est-à-dire si on rapporte en pourcentage. Ouais. Non, mais je rappelle qu'il y a eu une guerre civile en Russie, je veux dire. Il y a eu une guerre civile, bien entendu, il y a une guerre civile. Alors qu'au départ, c'était une guerre contre l'Allemagne, et au moment où l'Allemagne était à deux doigts de perdre. Je veux dire, si la Russie avait pu tenir jusqu'à la fin de la guerre, il y aurait eu beaucoup moins de morts que la guerre civile entre bolcheviks et blancs. Les Russes avaient perdu 3 millions de morts déjà. Le paysan soldat dans les tranchées en avait marre de se faire trouer la peau pour les capitalistes occidentaux qui avaient investi dans la Russie des tsars. Et la grande erreur de Nicolas II, c'est d'avoir fait cadeau, effectivement. Alors ça, on est d'accord. Nicolas II n'est pas exempt d'erreurs stratégiques majeures. On est d'accord. Ça, c'est clair. Après, bien sûr, la guerre civile a été alimentée par les 14 nations impérialistes qui ont envahi la Russie. Je rappelle que 14 nations ont envoyé des troupes pour encercler et étouffer la jeune République des Soviets, qui a réussi à vaincre à la fois les armées blanches, qui ont commis d'ailleurs d'abominables massacres anti-juifs dans les régions qu'ils contrôlaient, il faut le savoir aussi, avec la complicité de la République française à l'époque, qui a diffusé les protocoles des sages de Sion, imprimés en France et puis distribués en paquets cadeaux en Russie. Et il y a eu, bien sûr, donc victoire sur les armées blanches et victoire sur les troupes alliées, les troupes occidentales qui ont envahi. La Russie a été agressée. Elle a été agressée, la Russie bolchevique, par les nations impérialistes. Bon, mais rappelons quand même que, là c'est un autre débat, mais il faut également rappeler que Lénine n'a pu entrer sur le territoire russe que par l'aide des services secrets allemands, donc lui-même peut-être est-il un agent étranger, c'est un non-débat. Le financement Lénine est le plus grand génie politique du XXe siècle. Ah ça, on est d'accord. Et c'est celui qui a compris qu'effectivement la guerre impérialiste qui marquait l'acmé du stade suprême du capitalisme allait accoucher effectivement d'une révolution qui pour lui était prometteuse d'une révolution mondiale, ce qui était une illusion bien sûr, et le passage de Lénine à Staline, c'est simplement la prise en compte par les révolutionnaires russes du fait que, en effet, on ne pouvait plus promouvoir la révolution mondiale comme on avait cru pouvoir le faire, ce qui n'a pas empêché l'onde de choc de la révolution d'octobre d'atteindre des parties du monde extrêmement diverses. Enfin, la révolution chinoise, que j'ai un petit peu étudiée ces derniers temps, c'est le contre-coup de la révolution d'octobre. D'ailleurs, c'est Mao lui-même qui disait ce sont les salves de la révolution d'octobre qui ont introduit le marxisme en Chine. Et à l'époque, il était aide-bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de Pékin et rien de plus. Et il est devenu ensuite le chef de la plus grande nation communiste du monde, qui est aujourd'hui, là, à mon avis, et je fais la transition avec la période actuelle, la base arrière et la principale puissance qui est au cœur de cette coalition des nations souveraines qui aujourd'hui résiste à l'impérialisme. Alors Yusfindi, pour revenir au point de départ, les idéologies de la modernité, fascisme, nazisme, libéralisme, le libéralisme ayant été la première et probablement la dernière, doivent-elles être perçues comme des religions sans Dieu ? C'est-à-dire, sont-elles capables de produire les mêmes effets au niveau des foules, dans leur capacité à se sacrifier, dans le comportement politique de l'État, qu'une religion ? Parce que tout à l'heure, si tu permets, tu as dit que les limites du libéralisme, qui est fondé sur l'individualisme, la raison, la volonté, la liberté, etc., est incapable de mobiliser les foules pour aller se sacrifier, etc. Est-ce le cas uniquement aujourd'hui, ou historiquement, le libéralisme a-t-il quand même été capable, comme dans le cas de la Révolution française et d'autres moments de l'histoire ? Qu'est-ce qui fait qu'il est capable ou pas ? Structurellement, il est déjà très différent, parce que le libéralisme
Et là, si on analyse le libéralisme d'un point de vue théologico-politique, c'est quoi? C'est la défense ou la mise en avant de l'intérêt individuel, du libre commerce, du libre marché, donc une sorte d'Éden paradisiaque où le mal n'existerait presque pas parce qu'il y a une main invisible qui régule le marché, et donc là il y a une dimension immanente d'une divinité qui viendrait réguler le marché, et que la seule limite que doit fixer l'État, c'est celle des intérêts individuels ou de la liberté individuelle. Mais en réalité, ça conduit, et là c'est les travaux de Jean-Claude Michéa, à une société quasiment anarchique de la guerre de tous contre tous, pour envoyer aussi à une analyse marxiste. Et comment est-ce qu'une société libérale peut mobiliser une foule, une masse de gens athées pour se battre et se sacrifier? On voit bien que c'est absolument pas suffisant. Et dans les sociétés libérales avant la grande phase athéiste, on a un des supports religieux du libéralisme, ça a été le calvinisme dans le monde anglo-américain. Donc il y a quand même une dimension religieuse, biblique, vétérotestamentaire, qui permet de continuer à mobiliser les hommes et éventuellement à les envoyer vers la guerre, en plus du patriotisme. Donc le libéralisme seul, sans le support religieux, et le support religieux qui fait lien, en fait, dans la société, eh bien ça va vous donner, dans la dernière phase, une société amorphe, c'est-à-dire la société actuelle, occidentale, avec un pseudo-libéralisme, un néo-libéralisme qui tend vers le nihilisme, vers la destruction, parce qu'en fait le libéralisme, c'est pas simplement une vision économique de la société, c'est aussi comment dire, une vision sociétale qui, dans sa dernière phase, notamment en France, après mai 68, il est interdit d'interdire, etc., va venir, va devenir un agent corrosif de la religion et donc du lien de la société. Et ça va vous donner une société atomisée dans sa phase finale. Donc non, donc là on en arrive effectivement à l'analyse de Schmitt. Non, une société libérale, ou plutôt où l'idéologie libérale a complètement influé, où la religion qui fait lien a disparu, ne peut pas être mobilisée pour la guerre. Allez dire à un Français aujourd'hui qu'il va être mobilisé et entrer en guerre contre la Russie pour sauver le modèle de la société française actuelle, le LGBTisme, Hanouna, etc. Non, ça ne peut pas fonctionner, à mon sens. Bruno Guic, alors la même question, je vais la reformuler autrement. Alors aujourd'hui, quand on voit l'impérialisme occidental, mais il est capitaliste avant d'être occidental, ne mène plus la guerre qu'à travers les marches de l'Empire, c'est-à-dire à travers des gens qui sont encore croyants, c'est-à-dire les Ukrainiens qui meurent pour l'impérialisme. Demain, ça va être les Polonais, même si c'est déjà le cas sur le champ de bataille. Il y a énormément de Polonais qui sont présents en Ukraine, parce qu'il est incapable de mobiliser en son cœur même ses propres populations, celles de son noyau dur, c'est-à-dire occidental. Ma question est, peut-on dire, avec beaucoup de précautions, que la défaite de l'impérialisme sera davantage anthropologique qu'économique? Ouais. À mon avis, elle est les deux. Enfin, elle est d'abord, elle a été militaire. Faut pas oublier qu'avant que les États-Unis renoncent à lancer de grandes entreprises militaires pour leur propre compte en envoyant leurs propres GI sur le champ de bataille, ce qu'ils ne font plus aujourd'hui, ils se sont pris quand même un bon coup sur le museau à plusieurs reprises. On va pas remonter à la guerre de Corée quand même, où les Chinois les ont repoussés pratiquement jusqu'au sud de la péninsule avant la contre-offensive de MacArthur. La guerre du Vietnam, évidemment. Bon, le fiasco de l'opération, de l'intervention américaine en Irak, puis en Afghanistan, etc. C'est-à-dire les Américains ont changé de politique parce que les peuples qu'ils voulaient soumettre
les ont congédiés, c'est-à-dire les ont renvoyés chez eux à coups de pied aux fesses. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et je dirais que le mouvement communiste international, quand même, à l'échelle de l'histoire du XXe siècle, a joué un rôle essentiel dans la défaite de l'impérialisme. Je suis allé me promener il n'y a pas très longtemps à Dien Bien Phu, qui est pour moi une grande victoire, que je célèbre chaque année, et j'ai d'ailleurs envoyé un message spécial à Marine Le Pen et Éric Zemmour depuis Dien Bien Phu, puisque j'ai vu que sur Twitter, ils célébraient, eux, le combat héroïque des patriotes français morts en Indochine contre les méchants communistes. Et il est clair pour moi sous, je dirais, des habillages différents, et avec des étiquettes qui sont évidemment plus les mêmes, le combat continue. Enfin, regardez la façon dont tous les pays qui se sont engagés dans une voie originale vers le développement, soit la Chine, le Vietnam, le Venezuela, Cuba, l'Iran, la Syrie, etc., résistent à l'impérialisme, c'est quand même frappant. Les États-Unis aujourd'hui ne sont plus en mesure, premier point, de s'imposer de manière militaire. Ils ont beau avoir 800 bases militaires à l'étranger, finalement, ça ne leur permet pas de s'imposer. Deuxièmement, sur le plan économique, le centre de gravité de l'économie mondiale, je parle de la sphère productive et pas de la sphère financière, il s'est complètement déplacé et le processus continue du nord vers le sud et de l'ouest vers l'est. Il faut comparer par exemple les PIB en parité de pouvoir d'achat. Il faut savoir que le PIB en parité de pouvoir d'achat de la Chine aujourd'hui, c'est 1,5 fois celui des États-Unis. Il faut comparer les PIB industriels. La Chine produit 12 fois plus d'acier que les États-Unis. Et il faut comparer ensuite cette sphère productive, celle de ce que les marxistes auraient appelé vraiment le cœur, le noyau dur du mode de production, et la sphère financière. 60 à 70% des capitalisations boursières dans le monde aujourd'hui, c'est les États-Unis. Mais ils ne représentent en fait dans l'économie réelle peut-être que 15%. Et encore grand maximum, en raclant les fonds de tiroir, des GAFA et de tous ces trucs qui, de toute façon, ne tiendront pas la distance. La Chine, c'est l'inverse. C'est 1,5 fois le PIB des États-Unis en parité de pouvoir d'achat et en capitalisation boursière, parce qu'il y a quand même une bourse à Shanghai et une autre à Hong Kong, c'est 2,5%. Donc, sur le plan économique, comme dit Graham Allison dans un livre célèbre, de toute façon, c'est plié. Les États-Unis ne vaincront jamais la Chine. Reste ce que vous appelez le niveau anthropologique. Alors là, évidemment, quand vous regardez la façon dont fonctionne la société chinoise et la façon dont fonctionne la société américaine. Enfin, je suis désolé, mais en Chine, les rues sont sûres. Voilà. Moi, j'ai vu dans des quartiers, la nuit, des femmes par milliers, seules ou en petits groupes, se balader sans aucun problème nulle part. Voilà. Les rues sont sûres. Les minorités sont protégées en Chine. Les Ouïghours bénéficient davantage. Ils ne sont pas opprimés, ils bénéficient davantage en Chine, comme les 54 minorités nationales de ce pays. Les gens sont propriétaires de leur logement. 93% des Chinois sont propriétaires de leur logement. Entre parenthèses, le socialisme, c'est la répartition de la propriété d'usage. C'est pas la négation de la propriété privée. Ça, il faut renoncer à cette erreur définitivement. Le socialisme chinois a réalisé ce que pratiquement personne n'a réussi à faire, en tout cas dans les pays en développement, et même dans les pays développés. Je rappelle que le taux de propriété la part des Français qui sont propriétaires de leur logement, je crois que c'est 57%. En Chine, on est à 93%. Dans les campagnes, c'est 100%. Et ça, c'est depuis Mao Zedong, c'est depuis la réforme agraire des années 50. Voilà. Le Chinois, il est à la campagne propriétaire de sa maison, et c'est à vie, c'est héréditaire, et personne ne peut lui piquer sa baraque. Et il ne paie pas de taxes foncières, en plus. Voilà. Anthropologiquement, la Chine, c'est un pays qui a donné à chacun de quoi vivre décemment, après 70 ans d'efforts, après avoir commis des erreurs, après avoir effectivement changé de braquet à plusieurs reprises parce qu'il fallait le faire. Et c'est un pays dans lequel les valeurs confucéennes, effectivement, effectuent un retour en force. Je dirais, à l'appel du président de la République et chef du Parti communiste lui-même, qui dans son dernier discours au 20e congrès, cite les valeurs familiales. Enfin, c'est tout à fait étonnant de voir à quel point la Chine, pays dirigé par un parti communiste de 95 millions d'adhérents, qui a fait un travail énorme d'appropriation par les Chinois eux-mêmes de leurs propres conditions d'existence, est en même temps un pays dans lequel l'appel aux valeurs morales, aux valeurs familiales, au respect des autres, etc., est extrêmement, aujourd'hui, est extrêmement fort. Alors, ils sont passés quand même par une période assez difficile dans les années 90, faut le dire. La transition d'un système à l'autre était très compliquée. Ils ont trouvé une sorte de point d'équilibre aujourd'hui, qui n'est peut-être pas définitif, parce que la pression du modèle, plutôt de l'anti-modèle occidental est quand même
réel. Il faut savoir que 10% des Chinois partent chaque année en vacances à l'étranger et qui peuvent être tentés parfois par l'espèce d'individualisme débridé, complètement débile, style gay pride qu'on peut voir dans les pays occidentaux. Mais anthropologiquement, pour répondre à la question, oui, il y a aujourd'hui une différence énorme. Il y a des choses qui en Chine sont inconcevables. Enfin, qu'un type puisse dire dans les médias qu'il faut expulser tous les membres, tous les ressortissants d'une confession, comme on l'a eu avec Zemmour en France, en Chine, c'est inconcevable. Le type n'accède pas au plateau télé déjà, vous voyez, c'est pas possible. Et si jamais il y accède, ça sera la première et la dernière fois, je peux vous le dire. C'est-à-dire, ils ont quand même des principes fondamentaux que nous avons jetés aux orties, c'est évident. Et si c'est ça la différence anthropologique, elle n'est pas tellement en notre faveur. D'ailleurs, par rapport à la question ouïghour, je recommande aux gens d'aller voir l'entretien qu'on a réalisé avec Laurent Michelin et qui confirme ce qui vient d'être dit, qu'effectivement, les Ouïghours ne sont pas, enfin, sont l'objet d'une propagande anti-chinoise, davantage qu'une réalité. Alors, Yusfindi, par rapport à la défaite anthropologique, et après on passera vers le mot de la fin, au mot de la fin. Donc, la défaite anthropologique sera-t-elle la cause de la chute de ce géant impérial? Oui, alors ce qui est frappant, c'est qu'il faut vraiment, encore une fois, lier l'anthropologie et la religion. C'est-à-dire que vous avez des systèmes anthropologiques, par exemple en Chine et en Russie. Je parle de la structure familiale, comme explique Todd, paysanne, mais qui continue à perdurer en fait dans les fondamentaux de ces peuples-là, communautaires et comment dire, et autoritaire, dans le sens où il y a une permanence et un lien familial extrêmement fort, et un lien à la terre qui est extrêmement fort. Ce qui n'est pas le cas de la famille traditionnelle anglaise, qui avait, disons, la culture anglaise, la famille anglaise, le peuple anglais, une prédisposition à se tourner vers la mer, c'est-à-dire une structure familiale à la fois inégalitaire et individuelle et extrêmement mobile. C'est la mobilité de la thalassocratie et qui va donner naissance au libéralisme. C'est pas le libéralisme qui fait la structure familiale, mais c'est la structure familiale qui est le terreau favorable à une certaine idéologie. D'ailleurs, c'est pour ça, comme explique Todd, que le communisme va s'implanter beaucoup plus facilement dans des pays où la structure familiale est justement communautaire et égalitaire. Et donc, vous avez des blocs continentaux euro-asiatiques dominés par ces structures familiales, communautaires, égalitaires, que ce soit le monde arabe. Après le monde indien, c'est compliqué parce qu'il y a des structures familiales qui sont différentes. Le monde chinois, le monde russe, le monde européen, c'est mixte. Vous avez des familles souches, familles communautaires, familles nucléaires. Et en fait, ce qu'on voit à l'échelle mondiale, c'est sur le plan géopolitique et culturel, des grands blocs et la majorité de la population mondiale, Afrique, Asie, Russie, Amérique du Sud, avec des structures familiales équivalentes, communautaires, égalitaires, traditionnelles, etc., qui rejettent non seulement le néolibéralisme anglo-américain, mais qui rejettent les idéologies mortifères LGBTistes que veulent imposer ces thalassocraties inégalitaires. Donc c'est pas seulement une opposition géopolitique, c'est une opposition anthropologique, une opposition culturelle, une opposition religieuse. Si vous prenez que ce soit du côté chinois, on peut appeler la religion chinoise ou la philosophie chinoise, ou les religions de la Russie, du Proche-Orient, de l'Afrique, et notamment de l'Afrique du Nord, et en Amérique du Sud, où il y a des pénétrations évangéliques très fortes, vous avez des religions catholiques, orthodoxes, musulmanes, sunnites, chiites, etc., qui sont fondamentalement égalitaires. Donc en fait, on a véritablement une espèce de grand choc à l'échelle mondiale avec des cultures traditionnelles enracinées dans leur terre, égalitaires, avec des religions égalitaires traditionnelles, face à une dégénérescence occidentale qui est notamment causée par le monde anglo-américain, calviniste ou néo-calviniste, fluide, et même, en fait, à ce stade-là, véritablement nihiliste.
Parce Parce que qu'effectivement, essayer, je voulais réagir par c'est rapport à du ça, parce que nihilisme. Emmanuel Todd, dans son dernier livre, Mm. développe la thèse selon laquelle c'est l'effondrement du protestantisme qui est la première cause de cette folie américaine, de l'élite américaine qui devient totalement folle et de cette dégénérescence accélérée. Parce que la famille nucléaire en elle-même, elle a des limites, qu'elle soit égalitaire comme dans le cas de la France du bassin parisien ou indifférente à l'égalité comme dans le cas du monde anglo-saxon. Et là, ses avantages et ses défauts comme la famille communautaire égalitaire. Mais Mm. privée de son fondement religieux, effectivement, elle tombe vers le nihilisme. Donc de ce point de vue, la défaite anthropologique, peut-on dire que c'est l'aboutissement d'une situation où l'Occident n'est plus capable d'envoyer des gens mourir. Parce que l'un des enseignements de la guerre en Ukraine, c'est que la technologie, c'est beau, c'est magnifique, les missiles intercontinentaux, les satellites, etc. Mais il faut encore en 2024 des gens capables d'aller dans les tranchées, de conquérir des territoires, d'accepter de mourir, d'accepter d'être amputés, d'accepter de marcher sur des mines. Et sur ce terrain, l'Occident peut-être n'est plus capable de mobiliser suffisamment de gens pour aller mourir. Donc, est-ce qu'on est dans ces situations-là réellement? Où il y a Oui, encore alors, quelques terreaux où on peut puiser alors, des... en fait, c'est pour ça qu'ils envoient de la chair à canon, par exemple en Ukraine, c'est-à-dire des nationalistes ukrainiens, patriotes, et donc dans des pays où en fait il reste encore un semblant à la fois de patriotisme et d'idéologie nationaliste, ils les envoient au casse-pipe à la mort. Et dans le monde occidental, ils poussent des gens, par exemple des nationalistes français, etc., qui sont encore résiduels, qui ont encore la force de se battre et qui sont idéologiquement, intellectuellement très peu formés, sont envoyés au casse-pipe pour aller soutenir les nationalistes ukrainiens. Donc en fait, on voit les Occidentaux dans une course en avant, les dirigeants occidentaux dans une course en avant nihiliste, qui envoient à la mort leurs forces vives, après avoir achevé d'envoyer à la mort les forces vives ukrainiennes. Mais qu'est-ce qui restera une fois que tous ces gens-là sont partis à la mort? Rien. Bruno Geek? Oui, bah, de toute façon, la spécialité quand même des Américains, c'est de faire mourir les autres pour leurs propres intérêts, hein. C'est pas nouveau. L'utilisation systématique des proxys, on l'a bien vu, c'était le cas aussi en Syrie. Enfin, la Syrie, c'est un bel exemple aussi quand même de ce dont l'impérialisme est capable. C'est-à-dire tenter de détruire un État souverain qui, malencontreusement, se trouve sur la route de l'axe américano-israélien en utilisant des milliers de lobotomisés du Takfir qu'on a envoyé comme ça tuer les gens en Syrie. Ça, c'est une opération que les Américains ont recommencé, ont réitéré en Ukraine. Pour moi, c'est la même. De même qu'ils ont manipulé le takfirisme du Moyen-Orient, ils manipulent le nationalisme ukrainien russophobe pour en faire en fait leur bélier contre la Russie. Non pas dans le but de vaincre la Russie, je pense que les Américains sont persuadés qu'ils ne vaincront pas la Russie, mais pour faire durer le plaisir. C'est-à-dire d'abord gaver de pognon leur propre complexe militaro-industriel. Il faut quand même pas l'oublier, ce facteur-là hein, de la géopolitique contemporaine. Hein. L'avidité du complexe militaro-industriel américain qui est quand même le centre névralgique de tout le capitalisme mondialisé. Hein. C'est quand même là que les choses sérieuses se passent hein, du point de vue financier. Et puis en même temps, contraindre la Russie à un effort de guerre qui est pénalisant pour son propre développement, de la même manière que les États-Unis avaient contraint l'Union soviétique pendant la guerre froide à un effort d'armement, un effort militaire excessif, et qui est l'une des causes de l'effondrement de l'URSS. C'est pas la seule, mais c'est l'une des causes. Les historiens sont quand même relativement d'accord là-dessus. Donc ça continue, c'est-à-dire les États-Unis vont continuer à multiplier, provoquer les conflits localisés de manière à tenter de conjurer le sort, c'est-à-dire de conjurer leur propre déclin, qui sur le plan économique comme sur le plan anthropologique est inexorable. Donc, paradoxalement, c'est bon signe. C'est-à-dire, alors, c'est pas bon signe pour les gens sur le terrain qui meurent, je veux dire, mais globalement, c'est un symptôme qui permet d'identifier un mal profond que vit le capitalisme anglo-saxon, qui est sur sa phase terminale en réalité, qui s'accroche au niveau des marges de l'empire uniquement pour durer un peu plus longtemps. Oui, tout à fait. De même que la Première Guerre mondiale avait accouché d'une révolution dont les conséquences
ont quand même été assez extraordinaires, et en tout cas très importantes pour l'histoire du XXe siècle. Peut-être que d'une certaine façon, la guerre d'Ukraine, qui est quand même une guerre importante, va être le dernier signal de l'écroulement, avant l'écroulement de l'Empire du crime, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit en fait. Et c'est vrai que la coïncidence entre la guerre à Gaza et la guerre en Ukraine est tout à fait frappante de ce point de vue-là. Et l'issue de ces deux conflits sera déterminante pour les décennies à venir, à mon avis. Esfindi, une réaction et un mot de la fin? Comme disait Marx, la guerre joue un peu le même rôle que l'air extérieur face à la momie qu'on découvre. C'est-à-dire c'est un choc que subissent les États et les nations qui les met à l'épreuve. Et je pense qu'effectivement, le monde occidental désindustrialisé dans un nihilisme économique, sociétal, anthropologique, ne peut pas tenir le choc de la guerre face à une Russie qui est industrialisée, qui est devenue la 4e puissance économique mondiale, soutenue derrière par la première puissance économique mondiale qu'est la Chine. Donc en fait, on a un monde qui est resté dans une économie productiviste, c'est-à-dire basée sur le réel, et un monde basé sur l'autodestruction et la contraction économique. C'est mécanique. Ils ne peuvent pas gagner. Maintenant, ce qu'on peut craindre, c'est de nous entraîner vers une conflagration mondiale, voyant l'oligarchie occidentale qui est en guerre non seulement contre la Russie, la Chine, mais aussi contre son propre peuple, ses propres peuples, se voit mise en danger par cette défaite, n'entraîne le monde occidental dans une confrontation directe contre la Russie et la Chine, qui sont des puissances nucléaires. Et là, ça serait une catastrophe pour l'humanité. Renogi, quel est le mot de la fin? Et partagez-vous ce même optimisme de Esfindi? Alors, je ne sais pas s'il faut être optimiste, mais en tout cas, la tendance lourde. Nous traversons quand même une période assez consternante et un peu inquiétante. Mais ce qui est sûr, c'est que la tendance lourde est celle-là. Moi, je ne crois pas tellement à l'idée qu'il y aurait d'un côté le souverainisme et de l'autre le mondialisme à l'échelle mondiale. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Prenez Trump, par exemple. Il est souverainiste pour les États-Unis, mais en réalité, il est mondialiste pour le reste du monde. C'est-à-dire, quand on voit ce qu'il a fait pendant 4 ans, son apport à la paix mondiale est nul. Enfin, il a durci tous les conflits, que ce soit avec les Palestiniens, avec l'Iran, avec Cuba, avec le Venezuela, etc. Le vrai combat, c'est celui entre l'impérialisme, qui a une incarnation historique, c'est pas l'Empire romain aujourd'hui, c'est l'Empire du crime, l'Empire états-unien et ses satellites. Et puis, il y a une vaste coalition assez composite de nations souveraines qui aspirent à se développer selon une voie originale et qui ont une convergence d'intérêts qui fait qu'aujourd'hui, à mon avis, elles sont plus fortes que l'impérialisme et ses satellites. De ce point de vue-là, je suis optimiste. Merci, cher ami, de me le rappeler. Alors, messieurs, merci infiniment pour cet échange courtois sur une thématique extrêmement large et profonde qu'on n'a fait qu'effleurer en réalité, même si on a quand même creusé quelques sillons. Mais peut-être que ça donnera lieu à un autre échange ultérieurement. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci infiniment. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous deux. Au revoir. Merci.